mais voilà. Il marche plus. C'est parti. On Non, se il marche, retrouve mais grâce à bon. Midrashet Yehuda Manitou avec le Rav Eitan Fison pour parler de la transmission de la Torah jusqu'à nos jours. Vraiment, là, je sais plus où t'en es, mais on est dans les Ah 50 dernières années, bah, là. on s'avance, on s'avance, on s'avance et on va bientôt arriver à la fin de notre histoire. Je rappelle que bon, il va nous rester quelques petits cours, peut-être deux ou trois, sur, euh, sur notre sujet. Et ensuite, nous enchaînerons dans un nouveau sujet. On vous concocte un petit truc aux petits oignons, Bezrat Hashem. Donc, vous inquiétez pas, tout ira bien. Alors, il y a deux choses qu'on va évoquer ce soir. On va parler de la suite de la transmission, bien sûr. On va parler d'un trio très important, mais on parlera également de Toubishvat et Guillach Haglaï la note, puisque Toubishvat, c'est dimanche soir. Eh oui, eh oui. Alors, dans un premier temps, on va parler du trio. Vous vous rappelez, la semaine dernière, on a parlé du Rav Nissim. On a on est donc dans les générations qui ont suivi la création de l'État d'Israël. Et donc, nous sommes la génération des élèves du Rav Avraham Yitzhak Cohen Cook. On avait parlé du Rav Cook. Il est mort en 1935. Ce sont donc ses élèves qui vont prendre sa succession. Et on peut dire que le Rav Cook, bon, d'abord, lui, il était complètement klali, c'est-à-dire qu'il était ce qu'on appelle Kolel, il englobait toute la Torah, mais il a particulièrement trois pôles qui sont les pôles les plus importants de son enseignement. Quels sont-ils? Eh bien, la Torah d'Eretz Israël. Ensuite, on va dire comme ça, il y a Eretz Israël, Torah, et également, finalement, l'universalisme et l'humanité. Et nous allons avoir trois élèves au Rav Kook, trois élèves qui vont évidemment être tous les trois dans les trois, mais qui vont avoir une particularité chacun dans un des trois. Le premier successeur du Rav Kook, eh bien, c'est son fils, évidemment, le Rav Tzvi Yehuda Cohen Kook. Et le Rav Tzvi Yehuda Kook va se spécialiser dans la dimension de Eretz Israël. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que le Rav Tzvi Yehuda va former une génération d'élèves qui vont être ceux qui vont créer ce qu'on appelle le sionisme religieux. On ne peut pas dire que le Rav Kook a créé le sionisme religieux, mais véritablement, c'est son fils. C'est son fils qui va mettre en place une idéologie de conquête de la terre d'Israël avec la Torah, ce qu'on va appeler Gush Emunim après la guerre des 6 jours. Et donc, eh bien, finalement, toute cette Torah-là va tourner autour du retour d'Israël sur sa terre. Ça, c'est un côté de l'histoire. Il y a un autre côté de l'histoire qui est la partie, j'ai envie de dire, Torah. C'est-à-dire celui qui va prendre du Rav Kook toute la dimension du Talmid Racham, du Posek Halacha. D'ailleurs, il était déjà un grand rabbin reconnu avant qu'il devienne l'élève du Rav Kook. Il s'appelle Rabbi Yaakov Moshe Charlap, le Rav Charlap. Rav Charlap était déjà le rabbin de Shaarei Chesed à Jérusalem avant que le Rav Kook n'arrive. C'est d'ailleurs lui qui va adouber, si je puis dire, la grandeur du Rav Kook, puisque il est déjà très connu, le Rav Charlap, et lorsque le Rav Charlap se soumet au Rav Kook, alors tout le monde dit, bah attends, si toi tu te soumets au Rav Kook, alors c'est que le Rav Kook, ça vaut le coup. Et donc, eh bien finalement, le Rav Charlap va garder cette dimension de l'élève de la Torah. Et la troisième partie, c'est le Rav David à Cohen, le Rav Anazir. Le Rav Anazir, lui, va prendre toute la dimension de l'univers, de l'universel chez le Rav Kook. On peut le voir d'ailleurs dans les livres qu'ils nous ont légués. Le Rav Tzvi Yehuda
va nous donner une série de livres incroyables. Alors d'abord, il y a les livres peut-être les plus faciles à étudier qui s'appellent Sichot Harav Tzvi Yehuda sur la paracha. Et en fait, dans ces 5 livres-là, le Rav Tzvi Yehuda nous explique comment, au fil de la paracha, eh bien, on retourne en Eretz Israël. Le Rav Harlap, lui, va écrire des livres qui s'appellent Ma'ayane à Yeshua, où on peut voir toute la dimension de l'amdanout, d'étude qu'il y a chez le Rav Harlap. Alors que le Rav Anazir, quant à lui, va nous écrire le livre Kol Hanevoa, la voix de la prophétie, la voix à Kol, pas la voix le chemin, mais c'est la même chose. Et dans ce livre-là, eh bien, le Rav Anazir va nous expliquer comment est-ce qu'on écoute le monde. C'est-à-dire, donc, nous avons véritablement 3 arutsim, 3 dimensions. Ils sont pas forcément d'accord sur tout, les 3, mais ils sont tout le temps ensemble. Le Rav Tzvi Yehuda Kook et le Rav Harlap vont même aller jusqu'à pleurer ensemble lorsque il va y avoir le Tornit à Chalouka. Le Rav Kook est déjà mort, nous sommes en 1947, et il y a le vote des Nations Unies. Je me permets de faire une petite digression. Je ne sais pas si vous avez déjà tous vu le Face à l'info que j'ai fait hier soir, mais il y a plein de choses que j'avais envie de dire, que j'ai réfléchi après plus tard. Et il y a une chose qui m'est revenue, c'est que, bon, on est très inquiet. D'abord, on est très heureux que notre dernier otage soit rentré, évidemment. C'est la première fois depuis 2014 que nous n'avons plus d'otages en territoire ennemi. Euh, c'est assez extraordinaire dans la bande de Gaza. Donc, c'est évidemment qu'on est très, très heureux et que le fait qu'on a été jusqu'au bout, eh bien, c'est un message très fort à nos ennemis dans le monde entier, de savoir que bah, ça ne marchera pas avec nous. On ira jusqu'au bout. Donc ça, c'est évidemment très très bien. D'un autre côté, on a tous en tête le Shlav Bet, la deuxième étape du plan de paix Trump 21 points. Et dans ce Shlav Bet, eh ben, on peut se poser plein de questions quant à la suite des événements. Alors, oui, évidemment qu'il n'y a pas de reconstruction tant que le Hamas n'a pas déposé les armes et que la bande de Gaza n'est pas démilitarisée. Et a priori, bah, le Hamas, ils vont pas gentiment donner leurs armes, ou alors ils vont le faire, mais en fait, c'est des menteurs. Donc, évidemment que ça va prendre du temps, cette étape-là. Mais, quand on regarde plus loin, ben, d'après la suite du film, ben, on est censé ne plus être à Gaza. Et Gaza est censé revenir entre les mains de l'autorité palestinienne. Enfin, déguisé autrement, puisque c'est un des ministres de l'autorité palestinienne qui est censé devenir le technocrate en chef de la technocratie de... Hein, voilà. Et donc, tu te dis, ah, Zelotov, 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 Zelotov. Mais d'un autre côté, Zetov, 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 s'il n'y a plus de personnes avec des armes là-bas. Et en fait, ça me rappelle ce qui s'est passé dans cette chambre, dans le bureau du Rav Kook, lorsque le 30 novembre 1947, le Rav Tzvi Yehuda Kook et le Rav Harlap se retrouvent dans le bureau du Rav Kook. Ils viennent d'entendre à la radio le Tornit Hachalouka, le plan de partage de l'ONU, et ils se mettent à pleurer. Il dit, on est en train de découper ma terre et de la donner aux Goïms. Et oui, le plan de partage, c'était plus de la moitié de la terre d'Israël qui revenait à un État arabe. Et donc, ils ont pleuré ensemble pendant longtemps, et une fois qu'ils ont eu terminé de pleurer, ils se sont mis à danser ensemble pour l'autre côté de la carte, qui devenait l'État juif après 2000 ans d'exil. Et donc, en fait, nous retrouvons, enfin, moi, j'ai l'impression qu'on retrouve cette dimension de attends, il y a un vrai problème avec ce qui est en train de se mettre en place, mais d'un autre côté, si on n'est pas content pour le bien qui est en train de se mettre en place aussi, alors on a tout perdu.
Et de la même façon que finalement on a accepté le plan de partage et il n'y a pas eu d'État arabe, eh ben, on n'est pas à l'abri que finalement il n'y ait pas cette technocratie arabe là-bas. C'est-à-dire, bon, Bezrat Hashem, en tout cas, voilà l'histoire. Le Rav Nazir, quant à lui, il a fait autre chose. Ah, le Rav Nazir, c'était pas quelqu'un qui avait une vaine parole. La parole du Rav David HaKohen était extrêmement précieuse, et lorsqu'il disait quelque chose, eh ben, c'était pour de vrai. Et lorsque nous avons perdu Jérusalem dans la guerre d'indépendance, le Rav Nazir a dit: je ne sortirai plus de chez moi en signe de deuil tant que Jérusalem ne sera pas entre les mains du peuple juif. Les amis, il n'est pas sorti de chez lui pendant 19 ans. Pour de vrai, hein. Il n'est vraiment pas sorti de chez lui. Et la yeshiva de Merkaz Harav va organiser un minyan dans sa maison, et genre, il n'est pas sorti de chez lui. 19 ans plus tard, il ne s'est pas enfermé dans... C'est pas devenu un ermite, mais il sortait pas. 19 ans plus tard, son gendre va venir le chercher en jeep pour l'amener au Kotel lors de la guerre des 6 jours. Qui est son gendre? Le Rav Shlomo Goren. C'est-à-dire, bon, vous comprenez que donc on a ici toute une équipe assez incroyable. Quand on va sur le mont des Oliviers et qu'on arrive devant le tombeau du Rav Kook, eh bien, à côté du Rav Kook, il y a le tombeau du Rav Tsiouda, du Rav Harlab, du Rav Anazir, du Rav Goren. Voilà, toute une équipe là-bas. En tout cas, finalement, donc ça, ce sont les 3 grands élèves du Rav Kook qui vont continuer la transmission de la Torah et qui vont surtout continuer à mettre en place une nouvelle réalité. Cette nouvelle réalité, elle s'appelle le sionisme religieux. C'est nouveau. Enfin, ça veut dire quoi, c'est nouveau? Comme on a expliqué depuis tous nos cours, il y a toujours eu des rabbins qui ont mêlé le sionisme et la Torah. Oui, mais là, il s'agit d'un mouvement. Il s'agit de mettre en place un mouvement qui va créer des générations, qui va avoir des élèves, qui va avoir une idéologie, qui va avoir un chemin à suivre. Au même moment, il y a un autre élève du Rav Kook qui va, lui, devenir le fer de lance d'un autre mouvement. Il s'appelle le Rav Yosef Chaim Eliashiv. Yosef Chaim? Non, pas Yosef Chaim. Non, non, pas Yosef Chaim. Je dis n'importe quoi. Comment c'est son prénom? Je ne me rappelle plus. Je me rappelle plus. Voilà, je me rappelle plus. On va demander tout de suite au Rav Google. Iné. Hop là, Rav Google, qu'est-ce qu'il nous dit? Hop là, voilà. Yosef Shalom, slicha. Yosef Shalom, Rav Yosef Shalom Eliashiv. Le Rav Eliashiv, comme on dit dans le monde Haredi. Le Rav Eliashiv va être le patron du monde Haredi. Alors pourquoi je dis que c'est un élève du Rav Kook? Eh bien d'abord parce que c'est le Rav Kook qui l'a fait rentrer dans le grand rabbinat d'Israël. Deuxièmement parce que c'est le Rav Kook qui va le marier. Et troisièmement parce que le Rav Eliashiv dira que son maître c'est le Rav Kook. Mais lui, il va aller sur le côté Haredi, à savoir, il va être celui qui va représenter une Torah intransigeante au niveau de la halakha de l'individu. Et oui, parce que, comprenez bien, lorsque nous sommes en galoute, que nous sommes entourés d'égoïmes, en fait, c'est pas compliqué de dire qu'il faut être uniquement entre juifs et uniquement au Beth Midrash. Parce que tout le monde comprend que si on est dehors, on s'assimile. Mais maintenant, on est en Eretz Israël. Le Rav Nissim, il a mis en place tout ce qu'on a expliqué la semaine dernière sur l'aspect juif de l'État d'Israël. Quel est le danger? Le danger, c'est de dire, ça y est, on est en Eretz Israël, donc c'est bon. On peut un peu lâcher du lest. On n'est pas obligé d'être aussi pointilleux sur la pratique de la Torah et des mitzvot. Eh bien, le monde Haredi,
va, guidé par le Rav Eliashiv et par le Rav Shach, évidemment, on va en reparler, vont tout simplement être ceux qui vont dire, les gars, intransigeance au niveau de la halakha. Donc j'ai dit, on parle du Rav Eliashiv, mais on ne peut pas ne pas parler du Rav Shach. Le Rav Menachem Mendel Shach. Le Rav Shach va être le dirigeant du monde litaï à Bnei Brak, et il sera l'opposant politique, idéologique, finalement, du sionisme religieux. Créant une nouvelle réalité au sein de l'État d'Israël, et je dis bien nouvelle réalité au sein de l'État d'Israël, une société qui ne s'intègre pas à l'État. Dans quelle réalité on parle? Évidemment, au niveau du service militaire. En 1948, la Agudat Israël, donc les rabbins du monde Haredi, ont sorti un texte terrible qui dit Cherem. Cherem, c'est excommunication pour tout celui qui n'irait pas participer à la guerre d'indépendance. Ouais, vous m'avez bien entendu. Cherem pour tous ceux qui ne participent pas à la guerre, qui vont pas se battre. Tout celui qui a 2 jambes et 2 bras, il y va. Et je parle du monde Haredi. En fait, baladez-vous un petit peu dans Machane Yehuda, dans les rues de Jérusalem. Si vous voyez un vieux Haredi barbe blanche, ça veut dire qu'il était avec une barbe brune dans les années 60-70. Eh bien, demandez-leur à tous ceux que vous allez rencontrer, ils ont tous été à l'armée. Parce que les seuls qui n'allaient pas à l'armée à l'époque, c'était véritablement ceux qui étaient Toratam ou Manutam. Le deal qui avait été mis en place entre le Chazon Ish et Ben Gurion, c'était les mecs qui étaient jour et nuit à la yeshiva. Il y en avait très très peu. Et tous les autres Haredim, ils allaient à l'armée. Ce n'est qu'après la guerre de Kippour que le Rav Shach va mettre en place cette nouvelle réalité que maintenant, le monde Haredi ne va pas à l'armée. C'est une nouvelle réalité où on a une Torah qui vient s'opposer à la réalité de l'État juif, tout en étant dedans. C'est compliqué. C'est une schizophrénie, mais d'un autre côté, et pourquoi j'en parle? Parce qu'elle nous a obligés à nous d'être sérieux dans la Torah. Vu qu'on était en permanence montré du doigt comme disant le monde sioniste religieux, il fallait montrer que non, on a des vrais rabbins. Donc quelque part, ça a permis, comme à l'époque où les Litaïm qui se battaient avec les Chassidim, ça a permis aux Chassidim de montrer que c'était des vrais tzadikim, il s'est passé la même chose dans notre génération avec le monde sioniste religieux. À ce moment-là, nous sommes dans la deuxième moitié du XXe siècle. Il y a un personnage qu'on est obligé d'évoquer quand on parle de la transmission de la Torah. Ce personnage, il n'est pas en Israël, il s'appelle Rabbi Moshe Feinstein. Rabbi Moshe Feinstein, aux États-Unis, il est le décisionnaire ashkénaze de la deuxième moitié du XXe siècle. Il n'y a pas débat. Ça veut dire, il avait beau être en dehors d'Israël, tout le monde juif ashkénaze se revendique des psakim de Rabbi Moshe Feinstein. Il habitait à New York, mais il est le décisionnaire ashkénaze par excellence. C'est lui qui va avoir des épaules énormes alors qu'il était tout petit, mais il a des épaules énormes
et il est capable de prendre des décisions halachiques incroyables. Le fameux éther, la fameuse permission du Chalav Nochri, c'est lui. La décision de dire que dans les pays occidentaux où il y a une surveillance étatique et que lorsque le producteur il dit que c'est du lait de vache, ben c'est du lait de vache, on peut faire confiance, c'est une révolution. C'est une révolution. Dans les pays, alors en Israël c'est plus facile, mais dans les pays de Chutz La'aretz, c'est une révolution. OK? Et évidemment, il y a un personnage qu'on n'a pas évoqué encore, mais quand on parle deuxième moitié du XXe siècle, il est incontournable. Il est le personnage qui va avoir le plus grand impact. Le plus grand impact. Sans, je suis un élève de la pensée du Rav Kook, du Rav Tzvi Yehuda, tout ce que tu veux, mais il faut bien dire les choses. Il y a un homme qui va avoir le plus grand impact de la deuxième moitié du XXe siècle. Il s'appelle le Rav Menachem Mendel Schneerson de Lubavitch. Je parle évidemment du Rabbi de Lubavitch. Il n'y a pas débat. Ok, il y a vraiment pas, comme on dit dans le langage des Jones, il n'y a pas game, il n'y a pas match. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui va rivaliser avec le Rabbi de Lubavitch au niveau de l'influence qu'il va avoir. Je dis ça parce que nous, aujourd'hui, on connaît Chabad en mode ils sont partout. Mais il faut savoir que avant le Rabbi de Lubavitch, Chabad est une chassidoute assez fermée. C'est une chassidoute comme toutes les autres chassidouillottes. Il y a ses adeptes et puis c'est tout. Celui qui va lancer l'ambiance de la shlichut, l'ambiance de il faut s'occuper de chaque juif dans le monde, ben, ça va être le dernier Rabbi de Lubavitch, le Rav Menachem Mendel Schneerson. Bon, le Rabbi, il a toute une histoire, on va pas faire toute sa biographie, mais vous savez qu'il a fait ses armes en France. Et vous savez qu'il est inscrit dans le fichier juif de Pétain. Parce qu'il est en France pendant la Deuxième Guerre mondiale, et il est inscrit dans le fichier juif comme étant Menachem Mendel Schneerson, ingénieur électricien. Oui, bah, le Rabbi, il avait 7 doctorats, dont plusieurs de la Sorbonne. Euh, C'était quelqu'un qui était absolument extraordinaire. Mais la grandeur du Rabbi de Lubavitch, ça va être le fait que maintenant on s'occupe d'aller chercher chaque juif dans le monde. C'est la révolution du Rabbi. La révolution. Donc on a effectivement ces personnages qui vont être sans commune mesure les figures de la Torah de la deuxième moitié du XXe siècle, on va dire jusqu'aux années 90. Le Rav Tzvi Yehuda meurt en 85, le Rav Harlap un peu avant, le Rav Nazir plus ou moins au même moment, le Rav, Rabbi Moshe Feinstein au début des années 90, le Rabbi en 94. Donc voilà, jusqu'aux années 90, voilà ce qui se passe. Et à partir des années 90, une nouvelle réalité commence dans le monde de la Torah. Il n'y a plus. Alors, je prends des grandes pincettes pour dire ça, et peut-être qu'il y a plein de gens qui vont vouloir me sauter dessus, mais c'est pas grave. À partir des années 90, il n'y a plus de Gdolim en Chutzlav. Il n'y a plus de grands de la Torah en dehors d'Israël. Ah, vous allez me dire, mais le rabbin un tel, le rabbin un tel, le rabbin un tel. Il y avait des rabbins, il n'y a pas de problème. Mais tous les chefs de file, tous les dirigeants de tous les mouvements sont en Israël. La Torah a fini de revenir en Eretz Israël. Et donc, la fin du XXe siècle et le début du XXIe siècle dans lequel nous sommes va voir émerger des Talmidei Chachamim d'un autre acabit, d'un autre style. Ils sont les rabbanim de Eretz Israël par excellence. Ils sont pour la plupart nés en Eretz Israël,
alors que tous les rabbins qu'on a évoqués jusqu'à maintenant, pour la plupart, ils étaient nés en Khoul, et ils sont arrivés en Eretz Israël. Là, ça y est, on parle de rabbanim qui sont nés en Eretz Israël pour la plupart, et qui vont avoir ben, un rôle incroyable sur la Torah d'Eretz Israël à l'heure de la modernité, à l'heure des révolutions technologiques. Comment est-ce qu'on gère? Comment est-ce qu'on fait face aux défis de la chute du mur de Berlin et de la fin du bloc soviétique? Comment on fait face à ces millions de juifs, ce million de juifs qui vient en Eretz Israël? Bekitsour, ça sera le sujet de la semaine prochaine. On n'a pas fini le cours, mais on a dit, on fait un stop pour bifurquer sur Tu Bishvat Igia Chag Lailanot. C'est-à-dire, alors, je me rappelle plus il y a combien d'années on avait parlé du Rav Zev Yahavetz, qui avait été le rabbin qui avait lancé le minag de planter des arbres à Tu Bishvat. Mais rappelons-nous une chose, il n'y a pas de pire moment pour planter des arbres que à Tu Bishvat. Au niveau agricole, c'est pas le bon moment du tout. De même, il n'y a pas de pire moment pour faire une fête où l'objectif de la fête, c'est de manger des fruits, que à Tu Bishvat. Il n'y a pas de fruits. Alors vous allez me dire, mais si, on a des oranges. D'accord, à part les agrumes et les fruits que tu as importés du reste du monde, c'est pas la saison. Alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de Tu Bishvat? La question est la suivante. Il y a dans la nature que Dieu a faite une réalité qui est visible. D'ailleurs, d'après le judaïsme, En la chacham ela masha'enav root. En la chacham, en la dayan, masha'enav root. C'est-à-dire, on ne peut juger que ce qu'on voit. Le renouveau, le printemps, la vie qui revient, ben c'est au mois de Nissan. Comment je le sais? Comment je vois que la vie revient? Ben parce que je vois des bourgeons dans les arbres. Et donc, eh bien, je vais tout simplement dire la bracha qui s'appelle Birkat Ailanot. La bracha des arbres. Où je remercie Akadosh Baruch Hu d'avoir ramené des arbres qui vont donner des fruits. D'accord. Ça, c'est au mois de Nissan. C'est tout à fait normal. Mais me dire que le printemps commence à Tu Bishvat, c'est me prendre un petit peu pour un babouin. On est en pleine saison des pluies. Je ne sais pas quel temps il fera dimanche soir pour Tu Bishvat, mais demain, il est censé pleuvoir. Donc, je sais pas. On n'est pas vraiment sur du printemps. Et là, nous dira le Talmud de Jérusalem, la sève des arbres recommence à monter dans l'arbre, à Tu Bishvat. C'est-à-dire que le process a commencé, mais on ne le voit pas encore. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de ça a commencé, mais on ne le voit pas? Les amis, ça a commencé, mais on ne le voit pas. Ça nous met directement en corrélation avec justement celui qu'on voit un petit peu quand même. Parce que Kadosh Baruch Hu, il nous a quand même donné un signe à Tu Bishvat qu'il y a un truc qui se passe. Il y a la sève qui monte, mais ça on voit pas. Mais par contre, on peut voir la shkedia porachat, v'shemesh la zorachat, tiporim berosh kol gam menaten bechol lecha, tov b'shvat igiach. Ashkedia porachat. Lama. Pourquoi Dieu il a mis en place la shkedia? Lorsque Dieu va parler de la Géoula au prophète Jérémie, il lui dit Ma ata roé. Qu'est-ce que tu vois? Et le prophète de répondre Makel shaked ani roé. Je vois un bâton d'amandier. Et Dieu lui répond Etav talirot. Bien joué, tu as très bien vu. Bah, comment ça, tu as très bien vu?
Oui, tu as bien vu qu'il s'agissait d'un bâton d'amandier. Lama qui choquait Dani al-Devari la Soto. Dieu fait un jeu de mots entre la shaked, l'amande, et choked, je m'empresse. En d'autres termes, l'amandier que je fais refleurir avant tout le monde, c'est parce qu'elle est le symbole de mon empressement de vouloir amener la Géoula. D'accord, c'est sympathique, Dieu, tu veux amener la Géoula, mais comment moi je vais la reconnaître, cette Géoula qui arrive? Le Talmud, dans le traité de Sanhédrin, à la page 96, 97, 98, va nous montrer une marloquette. Une marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua sur la question suivante. Est-ce que la Géoula dépend de la Teshuvah? Rabbi Eliezer dit que oui, Rabbi Yehoshua dit que non. Ils vont se disputer pendant 2 pages. Finalement, Rabbi Yehoshua va donner un joker. Il sort sa carte joker et il dit, mais enfin, Rabbi Eliezer, je t'amène un verset dans le livre de Daniel qui nous dit qu'il y a un ketz. Il y a une fin à cette histoire. Donc s'il y a une fin, c'est qu'on doit arriver quoi qu'il arrive, qu'on ait fait tchouva ou pas. Et à cela, Rabbi Eliezer répond rien. Nous dit le Talmud, Veshatak Rabbi Eliezer. Zéou. Rabbi Yoshua a gagné le débat. La Géoula ne dépend pas de la Teshuvah. D'accord, mais si elle ne dépend pas de la Teshuvah, comment je vais la reconnaître? Parce que si elle dépend de la Teshuvah, c'est facile. Dès que je verrai des gens mettre les tefilines dans la rue, ben, je comprendrai que c'est la Géoula. Mais si tu me dis que c'est pas ça, que ça dépend pas de ça, alors comment je verrai que c'est la Géoula? Eh bien, les amis, répond à cela Rabbi Abba. Et Rabbi Abba nous dit qu'il y a un verset dans Ézéchiel, Yecheskel, qui nous dit Ve'atem mare Israël, et vous, montagne d'Israël, Anpechem titenu piriechem tisou la'ami Israël ki kervu lavo. Vous allez donner vos fruits à mon peuple parce qu'il est en train de revenir. Il va revenir. Et là-dessus, Rabbi Abba nous dit lorsque la terre d'Israël redonnera ses fruits, c'est le signe de la Géoula. Il n'y a pas de meilleur signe. En d'autres termes, la résurrection de la terre d'Israël, la fertilité de la terre d'Israël, qui était un désert pendant 2000 ans, c'est la preuve de la Géoula. D'accord? Donc ça veut dire que quand on veut marquer le coup pour dire que je me rattache à la Géoula, ben, je mange des fruits, puisque les fruits, c'est le symbole que la terre, elle a retaillé. Oui, mais alors pourquoi à Toubishvat? Pourquoi est-ce qu'on a décidé que les fruits, on les mangeait à Toubishvat et pas à Yom HaAtzmaut? Yom HaAtzmaut, c'est le début de la Géoula. Au lieu de ça, nous, on fait un barbecue. On aurait pu manger des fruits. Non, il faut que tu comprennes que de la même façon que la terre d'Israël, elle a commencé à redonner ses fruits avant la Géoula officielle, justement pour montrer que c'est le signe, eh bien, la fête de la Géoula officielle, c'est Yom HaAtzmaut. Mais la fête de la Géoula d'avant, là où il se passe un truc, mais tu le vois pas encore, comme la sève qui monte dans les arbres, eh bien, c'est Tou Bishvat. Donc, à Tou Bishvat, on va manger des fruits. Symbole de ce qui est en train de se mettre en place, même si c'est pas encore déjà sorti officiellement. Et en vérité, et j'espère que je vais pas vous perdre, je prends ma feuille et je vais marquer des choses dessus. Attention. Je vais marquer des chiffres. D'accord? On fait un peu de mathématiques aujourd'hui. Ah, Noémie, elle s'est rapprochée parce que quand je parle de mathématiques, elle est là. Premier chiffre,
J'ai mal écrit, évidemment. Vous avez pensé que le truc. Voilà. 6000. Bon, c'est à l'envers, mais vous aurez compris. 6000. Le monde, d'après la tradition juive tel qu'on le connaît, c'est un prisme de 6000 ans. Jusque-là, tout va bien. D'un autre côté, deuxième chiffre, les 6 jours, il y a 6 jours de la création. Donc, nous pouvons donc dire que nous avons 1000 ans qui correspondent à un jour de la création. Jusque-là, vous me suivez? Tout va bien. D'après la Torah, on nous dit Va yehi erev, va yehi boker. Va yehi va yehi boker. Donc, ça veut dire que chaque jour est divisé en deux, en 500 ans de nuit et 500 ans de jour. Vous êtes d'accord jusque-là? Tout va bien. Donc, le 6e jour commence en l'an 5000. Le premier jour, c'était de 0 à 1000. Deuxième jour, de 1000 à 2000. Troisième jour, de 2000 à 3000. Quatrième jour, de 3000 à 4000. Cinquième jour, de 4000 à 5000. Et le 6e jour, c'est de 5000 à 6000. Donc, les 500 premières années du 6e jour, c'est la nuit, il ne se passe rien. Ce qui veut dire que le matin, la journée du 6e jour, commence en l'an 5500. On est d'accord? Yofi tofi. Et c'est là que ça va se corser. D'après la halakha, la journée commence avec le lever du soleil. C'est pour ça qu'on fait la tfila au lever du soleil. Anet Sachama, ça s'appelle. Maintenant, avant le lever du soleil, il y a le retour de la lumière. Il n'y a pas encore de soleil, mais il y a un peu de lumière. À tel point que nous dira la Mishnah, à partir de quand on peut faire le schéma le matin? Eh bien, Misheyakir, celui qui arrivera, à partir du moment où on peut faire la différence entre la couleur bleue du tzitzit et la couleur blanc du tzitzit. Dès qu'il y a suffisamment de lumière pour que tu vois la différence entre les couleurs, ça s'appelle Alot Ashachar. Et donc, tu vas pouvoir faire les brachot du matin à partir de ce moment. Même si c'est moins visible que le soleil, bah, quand tu vois le disque de jaune, là, c'est bon, tu es sûr que c'est le matin. Mais même si c'est moins visible que le soleil, tu vois quand même que la lumière a recommencé. Aval, les kabbalistes, eux, ils vont commencer leur journée à minuit. Ce qu'on appelle tikkun chatzot. Pourquoi? Alors que c'est minuit, il fait nuit noire. Oui, mais en vrai, minuit, c'est le début de la fin de la nuit. C'est mi-nuit. Donc, ça veut dire que jusque-là, tu allais vers la nuit, et de là, tu vas vers le jour. Ah ah. Donc, si Chatzot, c'est minuit, ça veut dire que c'est 250 ans avant le lever du soleil. Vous vous rappelez, on a dit 500 ans de jour, et avant, il y avait 500 ans de nuit. Donc, si le jour commence en 5500, Chatzot, Laïla, le minuit du 5e jour, du 6e jour, c'est en l'an 5250. Il a mis 5250. Nous sommes actuellement en 5786. Ça veut dire que 5250, c'était à 500 ans.
comme de par hasard, c'est le moment, à la fin du XVe siècle, début du XVIe, que les élèves du Harizal ont fait de Tou Bishvat un événement extraordinaire. C'est eux qui ont dit, ça commence. Donc, puisque ça commence, viens, on va manger des fruits à Tou Bishvat, même si les gens ne comprennent pas de quoi on parle. Et de plus en plus, chaque année, les gens comprennent, puisque le soleil s'est déjà levé. Et donc, Tou Bishvat, c'est la fête qui a commencé là où rien n'était visible et qui, d'année en année, devient de plus en plus une évidence. Voilà, je n'ai plus qu'à vous souhaiter de manger des fruits. Moi, j'en mangerai 40 sortes, Bezrat Hashem. Et à vous de jouer. S'il y a des questions, c'est à vous. תודה רבה. תודה רבה. Des questions? יישר כוח. Pas de question. Non. תודה Bon, ben alors pas de questions. Très bien. Allez. רבה. Eh bien, Chazak Obarour, tout le monde. תודה רבה. תודה רבה. Bonne